c'est-à-dire le basket que je faisais en professionnel, j'ai dû abandonner. Mes parents m'ont jamais vu jouer, mais ils n'ont jamais pris au sérieux en fait. J'ai joué en pré-national, j'ai joué au Ille-et-Vilaine, j'avais plusieurs clubs en fait. L'école, c'était pas du tout ça. Je me réfugiais dans le sport. Donc on m'avait même convaincu que j'étais nulle en fait. Donc même moi. Qui t'avait convaincu? Tout le monde. J'ai grandi, je me dis ça toujours aux gens, j'ai grandi à coup de tu vaux rien, t'es nul. Mais le basket, j'excellais. Mon rêve, c'était d'entendre mes parents dire je suis fier de toi. Et là, par hasard, je tombe sur le digital. Et quand j'ai découvert, pour moi, dans ma tête, c'est que le digital pouvait apporter beaucoup en Afrique. Depuis que je suis dans le digital, c'est le Seigneur qui me permet. Amen. Je n'ai jamais postulé. Un monsieur qui est très connu, très connu, qui me dit qu'il est en train de perdre ce poids parce que sa femme le trompe. Donc il veut que je pirate son compte. Bienvenue dans Valeurs Ajoutées, le podcast qui met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui vise à favoriser l'essor de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et je précise que ce podcast est sponsorisé par GGA Entreprises, une structure multiservice qui évolue dans le transport, l'immobilier, la formation et l'audiovisuel. Je suis Nyepa Joel Anani, le représentant de cette structure. Et aujourd'hui, je reçois une grande dame, une dame qui m'inspire depuis des années et comme vous le savez, je n'invite que des personnes qui m'inspirent en espérant que d'autres personnes soient inspirées par elle en passant par ce podcast. C'est une dame qui se fait appeler, sinon qui est appelée Madame Meta, Madame Facebook ou la dame du digital. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure, mais c'est une dame qui a énormément de compétences et qui les met à disposition de d'autres personnes pour les aider soit sur le long terme ou en faisant des dépannages. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Bonjour Karine. Bonjour. Karine Oulaté. En fait, mon nom c'est Aka Oulaté Karine. Karine. Voilà. Je vais commencer par la première question qui me taraude depuis longtemps. Est-ce que tu es Kroumen? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le premier jour j'ai vu Oulaté, je t'ai posé la question en inbox, mais je pense que tu reçois tellement de messages. Ce nom me fait penser à Koulaté de Petit Denis qui lui est Kroumen. Ah, pas du tout. Donc je me suis toujours dit non, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. D'accord. Donc à l'état civil, en ça fait, donne. Koulaté, c'est guéri, ça n'a rien à voir en fait. D'accord. Oui. Voilà. Oui, et Aka, c'est Baoulé en fait. Aka, c'est D'accord. Baoulé. D'accord. Donc ça donne. Mon nom c'est Karine. Aka Oulaté. En fait, j'ai pas mis Aka sur les réseaux parce que quand ça a été créé au début les réseaux sociaux en 2004, Aka aux États-Unis, c'est pas un nom de famille. AKA, c'est un pseudo, c'est un alias, voilà. Ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un pouvait s'appeler Aka, donc ils refusaient mon nom de famille. Ils refusaient le nom de famille. Il fallait que je mette un H ou deux A, ou je ne voulais pas modifier mon nom de famille. Donc j'ai enlevé le Aka, j'ai gardé Oulaté Karine. Voilà. C'est plus court aussi. Voilà, et le BIM a pris en étant connu en tant que Oulaté Karine. Le BIM, c'est-à-dire qu'on m'a connu en tant que Karine Oulaté, donc c'est resté Karine Oulaté Karine. Mais sinon, mon nom de famille de base, c'est Aka. Aka, c'est pas le moment de changer. On va garder comme ça. D'accord. Est-ce que pour les quelques personnes de ma communauté qui ne te connaissent pas, je ne sais pas comment c'est possible, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement à elle? Alors donc, je suis une consultante en communication digitale. J'accompagne les entreprises et les personnes à une meilleure gestion de leurs réseaux sociaux. On fait également du marketing digital, donc j'aide les personnes dans des stratégies sur Internet. En fait, je touche à tous les métiers d'Internet. Je forme, j'aide également dans la cybersécurité. Je suis très souvent citée dans des cas de piratage, quand j'aide les gens à récupérer leurs fameux comptes. Et dernière casquette, je suis partenaire Meta, personnalité publique et médias en Afrique francophone. Alors, j'ai l'impression, Karine, que tu as présenté la structure ou ton activité. Ouais. Mais qui est Karine Aka, a.k.a. Oulaté? Bon, Karine, c'est une jeune dame hyperactive qui touche à beaucoup de choses. C'est pour ça que je me suis focus que sur le digital. Mais sinon, j'ai plusieurs casquettes. Je suis dans le sport, dans le social, voilà. J'ai un club de basket, le seul club de basket géré par des femmes en Côte d'Ivoire.
J'ai une association avec mon meilleur ami qui s'occupe des enfants de la rue depuis 10 ans sous fonds propres. En particulier, j'aide les femmes le terme m'échappe, pas lettrées, à avoir une certaine formation dans le digital. J'ai beaucoup de casquettes. C'est pour ça que je pense que j'ai un surnom qui est le couteau suisse du digital. Le couteau voilà, suisse du donc digital. j'ai beaucoup de casquettes qui forment Karine Oulaté. Voilà. Alors, le couteau suisse du digital, c'est le mot qui m'a échappé tout à l'heure dans mon introduction, mais j'aurai toute la latitude de la refaire. Une femme, alors je vais faire un peu mon macho, hein. Femme et digital. Comment ça match? Comment ça commence? Franchement, je suis tombée dans le digital par hasard. Par hasard. C'est vraiment un hasard. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais pas que ça existait. C'est un soir d'insomnie. Je zappais à la télé. Mais oui, j'arrivais pas à dormir. Il était 3 h du matin. Je zappe. Et puis je tombe sur un monsieur qui parle, c'était France 2, il disait les nouveaux métiers, demain l'avenir, c'est les métiers du digital. Ce sont les nouveaux métiers. C'est exactement ce qu'il a dit. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a attiré. Je suis resté là à écouter jusqu'à 5 h du matin. Quand j'ai écouté, je me suis dit, waouh, c'est vraiment là où je dois être en fait. Et je voyais plein de choses dans ma tête. Je me disais, non, mais le digital va aider l'Afrique, ça va aider la Côte d'Ivoire. J'ai commencé à faire des recherches en ligne. Le lendemain, ça faisait 1 mois et demi, 2 mois que je n'étais pas sortie de chez moi parce que je sortais de blessures. D'accord. Et le lendemain matin, je suis sortie. J'ai pris mes béquilles, je suis partie à la fac, je me suis inscrite. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu le digital. Voilà. Et là, on est en quelle en période et on est où? 2003, 2004. On est en France, à Rennes. À Rennes. Voilà, en Bretagne. Et où j'y étais pour mes études secondaires et où je vivais de ma passion, c'est-à-dire le basket que je faisais en professionnel. Parallèlement, je faisais des études, des petits boulots, mais j'étais vraiment focus que sur le sport. Et après un accident, comme j'ai dit, j'ai dû abandonner. Abandonner le basket. Le basket, c'était plus possible, médicalement parlant. Donc c'est là où j'étais couché chez moi à me dire que ma vie est fichue. D'accord. J'ai fini, j'ai plus d'espoir, mon rêve est brisé, donc je ne dormais pas, les insomnies, dépression, et puis bim, je tombe dans le Tu rêvais d'être Ah mais moi je me voyais en Michael Jordan. Hein. Ah oui. Moi je me voyais en Michael Jordan. Carrément. Ah ouais, non mais j'étais... Ça veut dire que tu étais bonne? Franchement, toute humilité à part, j'étais très bien. J'ai été championne d'Abidjan, championne de Côte d'Ivoire, championne de France. Personnellement, j'étais MVP chaque 2-3 matchs. Franchement, il ne faut pas qu'on se mente. J'avais quand même une petite carrière. Ouais. Mais bon, c'est le passé. Mais du coup, parce que je pensais que tu avais commencé en France, mais le basket, non, j'ai commencé en ici. Côte d'Ivoire. J'ai commencé ici, en 6e. Moi, ma vie, c'est toujours le hasard. À l'école, au collège Notre-Dame du Plateau, je passais, j'étais très grande. À la récréation, le prof de sport m'a vu, M. Assiri, que je recherche d'ailleurs, s'il voit ce message, faites-moi signe, ça fait 10 ans que je le recherche. Qui m'a vu passer, qui m'a arrêté, il m'a dit, viens, tu connais le basket? Je dis, bah non. Il me dit, bon, t'es très grande, on a besoin d'une personne dans l'équipe. Ton rôle, c'est quoi? C'est que quand les filles shootent, tu sautes, tu prends le ballon au rebond, tu donnes. Tu donnes, c'est ça. C'était que ça, j'avais une très bonne détente et j'étais grande. Limite, je touchais même pratiquement le cerceau. Donc, j'ai fait que ça la première année. C'est comme ça que j'ai découvert le basket. Et j'ai tellement adoré que pendant l'été, je suis devenue folle. Je regardais tous les matchs NBA, je veillais la nuit en ce temps. Moi, je suis un peu vieille. En ce temps-là, ça passait à 3 h, 4 h du matin. On veillait pour regarder sur Canal et tout. Et en un été, quand je suis revenue l'année d'après à l'école en 5e, premier match de basket, j'ai pris le ballon. Le prof me disait, mais attends, c'est pas toi, tu savais juste prendre. Je dis oui, mais j'ai appris pendant les vacances. Et dans le quartier où j'étais, j'avais pas de filles, il n'y avait que des garçons. Donc ça m'a aidé. Donc chaque jour, je partais jouer avec les garçons, ils m'ont forgé physiquement, me tapant. On n'est pas gentils en nous, quand c'est des filles, les garçons veulent toujours montrer que voilà. Donc ça m'a beaucoup plus forgé. Et j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à jouer ici. À l'école, au ASU, et après, bon, c'est devenu national dans des clubs. J'ai joué le championnat national de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça qui t'emmène en Europe? Pas du tout. Ou rien à voir? Pas du tout. Parce que le sport, pour moi, dans ma famille, c'est pas un métier. Ah. Malheureusement. C'est les Africains. Hein. Chez les Africains d'ailleurs. Le sport, c'est pas un métier. J'ai des parents qui ont été sportifs avant. Très bon, mais le grand-père a dit, bah non, c'est pas un métier, et bam, donc on a arrêté. Du coup, à notre tour, on nous dit pareil, c'est pas un métier. Ok, bon. Donc, pour moi, le sport, c'était comme la carotte qu'on donne à l'âne. Si tu joues bien, enfin, si tu as une bonne moyenne, tu pourras aller jouer dimanche. Si tu as des bonnes notes, tu pourras. Voilà, c'était ça en fait, ma vie du basket avec mes parents.
Et c'est quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit, bon, ben écoute, tu vas aller faire tes études en France, comme toute la famille l'a fait, tu as ton diplôme, tu reviens travailler. C'est en fait le schéma familial que je suis. C'est que je suis. Voilà. Il n'y avait pas le basket dedans. Pas du tout, c'était pas du tout prévu. Je suppose qu'il n'y avait pas le méta non plus. Alors mais au là, moins, pas tu du avais tout une même, activité. je partais pour faire des études de fiscalité. Rien à voir. C'est-à-dire que fiscalité. pour les raisons pour lesquelles je suis parti, c'est pas ça c'est pas ce que je suis allé faire en fait. Ouais. J'allais en fiscalité, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. J'étais hyper active, j'ai juste dit à maman, je veux un métier où je ne suis pas assise dans un bureau tous les jours et qui gagne beaucoup d'argent. Pourtant, la fiscalité... Elle m'a dit, tu es pas mal en calcul, fiscalité, tu te promènes dans les entreprises, tu fais des audits et ça gagne beaucoup d'argent. Donc, vas-y. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je suis parti. Sinon... Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, on a eu Stéphane Konaté, sportif aussi, qui, lui, à la limite, les parents encourageaient l'activité sportive dans une certaine mesure. Et je lui disais comme ça que donc c'est un peu à contre-pied de ce qu'on entend en général. Mon père ne voulait pas que je fasse du sport, il voulait que je devienne médecin. Et toi, apparemment, le sport n'était pas dans les prévisions des parents. Mais pas du tout. Comment est-ce que tu as pu leur imposer ça? Mais je n'ai même pas imposé. Si tu as pu imposer. Si je vous dis que mes parents m'ont jamais vu jouer, ma mère m'a jamais vu tenir. À ce niveau où tu as joué? Elle m'a jamais vu tenir un ballon de basket. Mon père également. Ils ne ont jamais fait l'effort de venir sur un terrain. Jusqu'à présent, c'est un truc que je fais pas là-bas avec. Oui. Aujourd'hui, j'ai le droit de... Voilà. Mais ils n'ont jamais pris au sérieux, en fait. Ils n'ont jamais calculé en se disant que pour eux... La seule fois où mon père m'a parlé du basket, c'est quand un de ses amis, dehors, a fait un spot sur moi pour dire « Ouais, mais ta fille, elle est impressionnante. » C'est là qu'il est rentré. Il m'a dit « Mais toi-même, ton affaire de basket, là. » En fait, finalement, c'était pas mal. Hein. On a parlé, puis à la fin, il m'a dit de toute façon, c'est trop tard, t'es déjà blessé. Je dis ouais. Voilà. Une fois blessé. Où c'est déjà fini. C'est là où la première fois, il m'a vraiment parlé, mais c'était quoi, 10 ans après. Ouais, c'était. Et puis, il savait que c'était fini aussi. Donc, le sport, mes parents, jamais. En fait, quand je suis partie en France pour mes études secondaires, c'est là où il y a eu la cassure avec les parents. Parce que, bon, t'es ici, t'es sous couvert. Arrivé là-bas, on s'est... Waouh. C'est une petite liberté. Voilà, écoute, bon, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, démerde-toi, ne nous appelle plus. Ça s'est cassé comme ça avec mes parents. Ah ouais, carrément. Voilà. Ça a repris après, rassure-moi. Oui, aujourd'hui, voilà, je suis leur seule fille. La fille est née en prison, que des garçons. Forcément, on va se réconcilier. Oui. Donc, ça s'est cassé comme ça. Donc, pendant près de 10 à 20 ans, enfin 15 ans, bah, j'étais toute seule, je faisais mes choix toute seule, je payais mes études toute seule. Franchement, quand je suis arrivée en France net, il y a eu la cassure avec mes parents, ça s'est bloqué. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée indépendante comme ça. La petite fille gâtée, à Abidjan ici, il y avait une petite nounou qui préparait pour elle, tout ça, arrivé en France, bon. C'est ça. On te dit, démerde-toi. Il faut trouver un petit boulot éventuellement. Déjà, même tenir la maison, même tu n'as pas eu cette habitude. C'est ça. Tu dois trouver un boulot, il faut trouver un boulot aussi. Donc, il n'y a pas de boulot, tu es obligé de galérer, aide sociale, tourner. Vraiment, c'était... Donc, au niveau des parents, ça a été vraiment un blocage. Du coup, j'ai fait ma petite vie, j'avais mes propres choix, puisque les parents ne réagissent pas, donc ils ne peuvent pas, voilà. Donc, le sport, j'ai continué comme ça, j'ai jamais eu à l'imposer. Wow. Ouais. Et moi, la question que j'aime poser souvent aux sportifs qui ont atteint un certain niveau, je me pose toujours la même question, c'est de savoir, est-ce que c'est des personnes qui sont devenues sportives parce que l'école, c'était pas trop ça? Ou alors, est-ce qu'elles étaient excellentes et puis finalement le sport c'était un choix comme un autre? À quoi ressemble l'enfance d'abord de Karine et puis en tant qu'étudiante, en tant qu'élève? Bon, il y en a qui ont la chance d'avoir les deux. Ils sont forts à l'école, ils sont forts au sport, voilà. Mais moi, au primaire, enfin, tout mon secondaire, hein, l'école c'était pas du tout ça. Je me réfugiais dans le sport. Le seul truc où on disait du bien de moi, c'était au basket. Ou dans le sport en général. J'étais très fan de sport. Les études, je ne comprenais pas. Même moi, on m'avait convaincu... Mais tu étais bonne en maths. Oui, les calculs, j'arrivais à m'en sortir. Mais c'est des calculs à partir de secondes. Donc, arrivé jusqu'à là... c'est ça. Voilà. Donc, on m'avait même convaincu que j'étais nulle, en fait. Donc, même moi... Qui t'avait convaincu? Tout le monde. Les professeurs, les parents. J'ai grandi, je me dis ça toujours aux gens, j'ai grandi à coup de « tu vaux rien, t'es nul ». Ah bon? Tu vaux rien, t'es nul, tu vaux rien. Ça, c'est l'ancienne éducation. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on dit non, il faut dire des trucs positifs. C'est ça, voilà. Et surtout que moi, je suis une enfant de jeunesse. Ma mère m'a eu assez tôt. Elle était étudiante, elle avait quoi, 19 ans. D'accord. Donc, on a grandi tous ensemble avec ma grand-mère. Voilà. Son petit frère, le petit frère à ma mère, a eu aussi un enfant assez tôt. Assez tôt. Ma cousine, on a pratiquement le même âge. Donc, vous imaginez, on a tous grandi ensemble.
Donc, on est tous jeunes, tu fais un truc, regarde ta cousine, toi t'es nul, elle attend, voilà, c'était ça. On te compare, t'es nul, tu vois. Mais chaque enfant est différent. À la fin, tu finis par être convaincu. Bah oui, moi, pour moi, tu me parles de l'école, je disais, mais je suis nul. Je suis déjà nul. Je suis nul, en fait, je faisais même plus d'efforts. Et à l'école aussi, les profs, ils comprennent pas que t'es différent, donc ils te donnent des mots, t'es nul. Mais comment tu peux pas comprendre ça? Donc franchement, les études... Tout le monde a compris, sauf toi. Voilà, j'avançais pas. J'ai échoué pratiquement à tous mes examens, j'échouais. CP, j'ai échoué, BPC, j'ai échoué. Vraiment, on m'a dit, bon, ok, on te fait sortir du système, tu vas en système français. J'arrive là-bas en seconde, boum, je redouble ma seconde. Wow. Je vais première, boum, je redouble ma première. Wow. Terminale, boum, je tape. Franchement, j'étais très naze. Mais le basket, j'excellais. J'excellais toutes ces années. C'est ça qui est dommage, parce que franchement, moi, j'ai l'impression que souvent, on voit l'enfant grandir, on voit qu'il est très athlétique. Des fois, malheureusement, on se dit, lui, ça ne sera pas à l'école son truc. Et quand il est très nul au sport, il n'aime pas faire le sport et puis il aime réfléchir, on dit, est-ce que ce n'est pas possible d'avoir les deux? On peut avoir les deux, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une catégorisation un peu trop tôt? En fait, c'est l'accompagnement et le soutien. C'est pour ça que j'aime bien les pays d'Europe, les parents qui soutiennent leurs enfants. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai cru que j'étais nul. Oui, bah oui. Si tout le monde autour de toi soutient oui, ça. Je faisais même pas... Non, tu me dis un truc comme, me dit école, je dis ça, je vais échouer. Je sais que je vais échouer. Mais je suis arrivé à la fac en France. Je suis arrivé même avec un retard. Je me rappellerai toujours de ce jour, le 27 septembre. Ça a commencé le 4 septembre, moi j'arrive le 27. Et dans ma tête, je me disais, toi tu es nul, tu vois rien. Et c'est toi qui arrives en retard dans un nouveau système pour bien échouer en fait. Pour bien échouer. Mais le truc, c'est que le premier jour à la fac, quand je suis rentré, j'ai fini la journée, c'est comme si on avait ouvert un truc dans mes... Je comprenais tout ce qu'on m'expliquait. En fait, c'est là que j'ai compris que c'est la pédagogie qu'on nous donnait ici qui n'allait pas avec moi en fait. La manière d'expliquer, mon cerveau n'allait pas. Mais là-bas, je comprenais les explications qu'on me donnait. Et j'ai découvert que je n'étais pas nul. J'ai commencé à valider. J'ai eu 3 Master 2, Bac plus 5, 3 différents. Donc attends, pour quelqu'un qui a échoué autant... Oui. Mais voilà, mais si mes parents avaient pris le temps de m'accompagner, me soutenir, me dire, bon écoute, peut-être que... Tu apprends différemment. Oui, on est tous différents. Mon histoire allait être différente. J'allais exceller et à l'école et dans le sport. Effectivement. Mais je n'ai pas eu ce soutien-là. J'ai été lâché comme ça. Boum, démerde-toi. Tout le monde arrive à le faire. Pourquoi pas? En fait, c'était ça. Ouais. Dans ma maison où j'ai vécu, mes cousins, cousines, tout le monde réussissait normalement. Mais pourquoi toi, tu es nul, tu redoubles? Mais ça ne doit pas être facile pour eux aussi. Parce que finalement, bah oui, tout le monde réussit sauf toi. Voilà, comme ma mère le dit, il n'y a pas d'école pour être parent. Ouais. Donc, ils apprennent sur le tas. Donc, je me dit, c'est pas normal, pourquoi tout le monde réussit et pas toi? C'est que toi, tu es bête. Mais non, mais c'est pas forcément être bête, il y a d'autres trucs en fait. Ouais. Voilà, c'est cette ouverture que j'avais pas, mais après, j'ai découvert qu'en fait, j'étais pas bête. Ouais. C'est la pédagogie qui n'était pas bonne avec moi. C'est la pédagogie qui n'était pas bonne. Voilà, j'avais pas le temps de quelqu'un qui prenne le temps de m'expliquer autrement. C'est pas parce que la masse comprend que ça veut dire que c'est la bonne méthode. C'est ça. Il y en a qui sont... systèmes où des voilà, fois, et puis il y a des maladies bizarres, il y en a qui sont dyslexiques, il y en a qui sont tends. On a juste besoin de s'adapter, mais nous, on ne fait pas attention à ça. Donc il y a plein de jeunes qui sortent du cadre scolaire ou bien sportif, qui perdent en fait leur chance juste parce qu'ils comprennent différemment. Alors qu'il y a des écoles où tu peux être excellent en sport. Si tu es nul, pour utiliser le terme des parents, tu n'iras pas, alors que donc faut plutôt encourager les deux en même temps. C'est ça. Sinon, on peut exceller dans les deux, mais il faut vraiment faire attention. C'est ça, quoi. Ouais, je trouve que ça me fait un petit pincement au cœur parce que ce que tu dis, c'est fort. Tu dis que tout le monde autour de moi me disait que je suis nul. Comme je dis, si c'est pas Dieu, franchement, vous m'aurez connu à 20 ans, je marchais limite la tête par terre. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis nul, en fait. Ouais. Les seuls endroits où j'entendais des choses bien, c'est quand j'avais un ballon de basket. Ah, c'est ma vie. Bon, je suis ingrate, c'est ma vie, ça fait 2 mois que je n'ai pas couru. Je sais que c'est une période de ta vie qui est pas facile. Ouais, là j'en parle même, ça me touche un peu parce que j'avais que ça. C'est que là que j'étais waouh. Le reste, t'es nul. Combien de fois mon père m'a pas dit ça, t'es nul. Et tu expliques une histoire, j'ai vu ça dans tes posts où ton père dansait parce que tu as eu plus de points que ce qu'il est. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte? En fait, quand je suis passé, j'ai fait le bac, on allait prendre les résultats. Et là, on regarde nos résultats et je passe en rattrapage. Mais je dois rattraper 40 points, donc je suis à Rennes, c'est ça? Non, ici, on est encore à Mermoz. Ici. Ah oui, pardon, c'est quand tu passes le bac. C'est quand j'ai le bac, je suis parti en France. Donc, j'ai 40 points à rattraper pour avoir mon bac. Et là, je commence à pleurer. Je me dis, mais non, mais Karim, franchement, même bac français, tu ne peux pas avoir. Aïe, tout le monde a eu sauf toi.
Et je vois mon père de l'autre côté qui est content, qui s'affaire, qui s'en va voir les professeurs. Bon, comment on peut faire? Je dis, mais il est dans quoi? Aïe, quelque chose de chouette, tu m'insultes. Pour moi, il allait m'insulter, il allait me foire. Mais non, il était content. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, franchement, j'ai jamais cru que tu allais avoir ton bac. Wow. Je préfère te dire ça en même temps. Pour moi, tu étais nul, tu vaux rien. Mais les points que j'ai vus là. 40 là. Non, j'ai espoir. Ça, c'est rien. Il fallait 40 points. Ah. 40 points, c'est-à-dire avoir peut-être un 14, c'est ce que j'ai eu, un 14 en économique et social. En anglais, j'ai eu 13. Ils ont les coefficients, ils ont collé, j'ai eu EPS, sport. Voilà, c'était des petits trucs comme ça, quoi. Mais quand il m'a dit ça, il m'a dit que vraiment avec les points que j'ai vus, toi, tu auras ton bac. Moi, j'ai confiance, ça va aller. Ah là, il a quand même... Ouais, là, il a dit, ouais, ça va aller, tu vas l'avoir, c'est rien, c'est un petit problème. Et je sais que j'avais une prof d'anglais, Madame Silla, si elle me voit. Tu es très bonne avec les noms, hein. Très bonne mémoire. Oui, des choses qui m'ont touché. Madame Silla, qui, avant l'examen, avant le bac, ma prof d'anglais, qui m'avait rabroué, m'avait dit un truc que je n'ai pas apprécié, et puis je lui ai répondu. Et elle m'a dit, ben, toi, on va voir quand tu vas passer au rattrapage. Je ne vais jamais passer au rattrapage. Moi, j'aurai mon bac directement. Et ne vous en faites pas. Vous, là, c'est terminé. Après le bac, on ne se voit plus. J'étais guindé et tout. Bam, je suis passé au rattrapage. Et comme par hasard, il fallait reprendre l'anglais. Wow. Et là, mon père qui la voit passer, donc il va vers elle. Oui, bon, ma fille, elle doit reprendre. Et Madame Silla qui lui dit, ah, ça tombe bien. Celle-là, elle m'avait dit que... Donc je me suis dit que, mon père va me tuer. Il a coupé la dame directement. Il dit, écoutez, c'est les élèves. Ils sont cons, parfois on peut comprendre. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, on a un petit problème sérieux. Comment on peut faire pour le rattraper? Et mon père a commencé à me défendre. Je dis, wow! Tellement il croyait que j'allais avoir le bac. C'était la première fois de ma vie que mon père était aussi confiant par rapport à moi. Je me disais, waouh! Incroyable. Et j'ai repassé l'anglais. Surtout que lui, il a vécu tout le temps aux États-Unis. Donc l'anglais, c'est que dalle pour lui. Ça. Il m'a jobé pendant 2-3 semaines. Voilà. Ma tante, la petite sœur à ma mère, qui est une très grande banquière, là, elle m'a prise aussi en économie. Économie, je suis passé de 7 points à 14, quoi. Pour dire que voilà, ils m'ont jobé pendant 2-3 semaines. Je suis passé au rattrapage et puis je l'ai eu. J'ai eu le bac. Voilà. Wow. Et puis après, je suis parti. Il y a une question comme ça qui me vient avant de continuer. Papa faisait quoi? Mon père, il est ingénieur en mécanique. D'accord, ok. Il est ingénieur en mécanique, ma mère est chirurgienne dentiste. Franchement, chez nous, c'est les diplômes. Ouais, voilà, vous voyez, non? Les parents sont posés et puis toi, tu viens, tu redoubles. Moi, à leur place, j'aurais fait confiance déjà aux gènes que j'ai donnés. Même si, apparemment, elle est nulle. Tu connais pas ça, tu connais pas ça. Je me dis que forcément, né de deux parents qui... Et puis même le grand-père, il était docteur généraliste. Après, il a fini médecin, ministre, député. Il était même président de l'Assemblée nationale. Tous les autres étaient médecins. Vraiment, c'est une famille de... D'accord. Banquier, informaticien, le tonton, il travaille là-bas. Et putain, tu viens, tu redoubles. Mais à un moment donné, est-ce que tu t'es pas dit, mais puisque tout le monde disait que tu étais nul, tu t'es pas posé la question de savoir, mais comment ça se fait qu'avec tout ce bagage d'intellectuel, moi je sorte... C'est ça que je me suis dit, moi, mais je suis nul en fait, finalement. Parce que tu te poses des questions, tu regardes tout le monde, tu te dis, mais attends, tout le monde évolue en fait, sauf toi. Mais en fait, ils ont raison. Et tu as toujours des phrases de gens qui disent, non, tu sais que dans la famille, il y a toujours une personne, c'est le mouton noir, c'est le... oui, d'accord, donc tu étais voilà, moi je me dis que c'est moi. Cheveux sur la soupe. Voilà, moi je me dis que c'est moi, écoute, c'est tombé sur moi. D'accord. Mais franchement, j'avais accepté ce... Ok. Mais du coup, à quel moment tu commences le basket? Ici, en Côte d'Ivoire ou là-bas? Ici. J'ai commencé ici en 6e. J'ai commencé à jouer ici des petits tournois, OASU, des petits championnats de Côte d'Ivoire, Abidjan contre Boaké, des petits trucs comme ça, quoi. Mais franchement, je disais à tout le monde, je vais être basketteuse professionnelle ici, mais je ne voyais pas ça comme ça, en fait. C'était des rêves, c'est des rêves. Je regarde la télé, en ce temps, il n'y avait pas Internet. Donc, on ne pouvait pas avoir les trucs, on regarde à la télé, on voit NBA, on se dit, waouh, je veux faire pareil. C'était des rêves. Et puis, je suis arrivé en France et effectivement, j'ai pu jouer, quoi. Parle-moi un peu de ton parcours en tant que basketteuse. Tu joues où, tu fais quoi, à quel niveau tu arrives, et puis après, on va faire la transition maintenant sur le digital. Parce qu'effectivement, je suis arrivé en France en 2003, mais j'ai découvert le digital en 2010. Voilà. Donc il y a 7 ans de ça qui n'existe pas en fait. C'est ça, champion de France. Voilà, c'est ça. Donc c'est dans quel club que tu... J'ai joué dans plusieurs clubs. J'ai joué à Vezin-le-Coquet. J'ai joué à... Je sais même pas si... Ouais, voilà, c'est des villages de France. Mais est-ce qu'ils avaient un bon à niveau Rennes, de... oui, Parce pré-national. On connaît... Bon.
On a joué en pré-national, j'ai joué au Ille-et-Vilaine, j'avais plusieurs clubs en fait. D'accord. J'ai joué dans différents clubs. J'ai joué également pour l'équipe de l'Université de Rennes. Oui. C'est celle-là même qui m'a permis même d'aller jusqu'à Paris-Bercy et tout. On a été championne de France en 2009. Avec quelle équipe? Avec l'équipe de la ville de Rennes. Ah oui, Rennes a été championne On a été championne de France en quelle année? Universitaire 2009. Ah, universitaire. Oui. D'accord. Ok. 2009 et 2010. Comme NCA, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, 2009, 2010. Et après, à partir de là... 2 années d'affilée. Ouais. Juste après, en 2010, on devait aller au championnat d'Europe et ensuite tournoi aux États-Unis. Et c'est juste après ça que j'ai eu... D'accord. C'est vrai que ça va peut-être être un parcours difficile pour toi, mais essaie de nous dépeindre un peu l'univers dans lequel tu te blesses. C'était à quel match? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions? C'est une erreur stupide de ma part. J'aurais pu éviter. Donc, je sors du championnat national qu'on joue avec le club de Rennes. Et dans ma ville, il y a un tournoi qu'on appelle Écho d'Afrique. C'est comme la CAN en fait. Tous les pays africains se rencontrent, mais on se dispute dans différents domaines. Sport, danse, Miss et tout. Et là, le sport, c'était basket. Donc les gars, les Ivoiriens, le président des Ivoiriens de la ville m'appelle, me dit « Ouais, on sait que t'es une fille, mais t'es la seule, la plus forte de la ville. Donc on a besoin de toi, tu vas venir jouer. C'est un match mixte. » Bon, j'ai l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude de jouer, ça me dérange pas. Je dis « Mais moi, j'ai match le matin. Je crois qu'on partait jouer à Brest, contre Brest. » Il dit « Oui, je sais que tu as mal. » Je dis « Je vais arriver à 13h, c'est pas grave, on va jouer à 15h. » Je dis « Oh les gars, moi je suis fatigué. » Surtout que je travaillais malgré le basket. J'ai connu l'argent maintenant. Je faisais Jossi, hein, quand même. Je travaillais à Pizza Hut. Hein. Je ne lâchais pas, ouais. Donc malgré l'argent, voilà. J'ai dit à 18h, je vais aller à Pizza Hut en plus. Avec les horaires décalés. Non, mais viens, c'est un match rapide. Ok, d'accord. Donc j'arrive et on joue la finale contre le Cameroun. Ah, tiens. D'accord. Et là, tu joues quel poste? Je suis pivot, meneuse. Bon, parce que vu que tu as dit tout à l'heure que tu étais très grande, donc j'ai compris que après, quand tu grandis, tu n'es plus la plus grande. C'est ça. C'est ça. Donc, moi, en fonction, je changeais de poste, en fonction des matchs. Donc, parfois, quand on a besoin de moi, je retourne... Poste 5. Ouais. Ah, donc tu avais j'ai toujours eu le jump, comme on dit, la détente. D'accord. La détente, j'ai toujours eu. Donc, franchement, pour me passer, et puis j'étais physique. D'accord. Si j'ai levé les mains, c'est mort. Franchement, si t'es passé, c'est que waouh. Donc, à chaque fois, les filles, elles me cognent, bam, elles tombent, bam, elles tombent. On me demande comment tu fais, mais je sais pas. Mais bon, comme c'est des blanches, peut-être que. Ah, tu étais la seule. On n'était pas beaucoup, on était peut-être deux ou trois comme ça dans l'équipe. Voilà. Donc, j'étais très physique. Du coup, quand c'était un peu violent, je passais. Voilà. Mais là, pour jouer contre les Côtes d'Afrique, j'étais en meneur. D'accord. Bon. Vous imaginez dans une salle comme au Palais des Sports, c'est rempli de tous les pays d'Afrique. C'est ça. Une fille te dribble une fois, boum, boum. Vous connaissez les Ivoiriens, la bouche. Waouh, tu vois rien. C'est ça. Comment la fille a fait ça? Tu vois rien. Le gars, il était en colère, je le voyais, il commençait à me cogner. Je suis venu, j'ai dit au gars que lui là, il va me blesser. Il joue plus le basket, il joue physique. Non, Karine, n'inquiète pas, on est derrière. Ok, à foyer. Et là, je partais marquer, il m'a fait un crochet. Ouais. Donc quand je suis tombé, mon genou est complètement déchiré des ligaments croisés. Bêtement. Voilà. Un faux match. Quoi. Un faux match. C'est-à-dire que c'est même pas du championnat. Tu te blesses au quartier. C'est même pas... Surtout que ton coach t'a déposé devant chez toi à 13h et t'a dit on se retrouve à l'entraînement mercredi. Voilà. C'est comme un joueur de championnat qui se blesse au quartier, bêtement. Voilà. C'est bêtement en fait. Donc j'ai brisé ma carrière bêtement comme ça. Et comme je suis têtu, je me suis relevé, j'avais mal. J'ai essayé quand même de jouer dessus. Hein. Après, j'ai dit aux gars, ouais, non, j'ai trop mal, c'est pas grave, tu as marqué. Les gars ont commencé à le huer, et puis on est passé à autre chose. Le soir, je suis allé travailler. Je boitais et tout. Et c'est mon responsable qui me dit, mais Karine, tu es trop blanche, il rentre chez toi. J'ai éclaté de rire. Tu es trop quoi? Je suis trop blanche. Ah, d'accord. Parce que j'avais tellement mal, voilà, j'étais pâle. Donc le fait qu'ils me disent, tu es blanche, rentre chez toi, j'étais mort, parce que c'est un blanc. Donc il m'a dit ça, je lui ai dit, ouais, c'est que franchement, je suis touché. Et je suis rentré à la maison, pour moi, c'était pas grave. C'était un petit truc. J'ai l'habitude de me blesser, au sport, on se blesse toujours. Et le lendemain, j'ai voulu me lever, je tenais pas debout. Je suis resté chez moi enfermé pendant 3 jours. J'ai pas appelé quelqu'un, j'ai pas l'habitude de dire aux gens je souffre, j'ai l'habitude de garder pour moi. Donc je me suis dit ça va aller, je vais m'habituer à la douleur et puis je vais me lever dessus.
Mais jusqu'à mercredi, ça n'allait toujours pas. Je me suis dit, là, ça doit être grave. Donc j'avais des béquilles chez moi. J'ai l'habitude de me blesser. J'ai pris les béquilles, j'ai lutté, le bus, je suis allé, j'ai appelé personne. Je suis arrivé à l'hôpital. Quand le gars il a fait les radios, il m'a dit, ok, bon, ce qu'on va faire, appelez la personne qui vous a accompagné. On va en parler. Je suis venu toute seule, je suis venu en bus. Il me dit, c'est pas possible, vous n'avez pas pu marcher dessus. Je suis venu en bus. Il me dit, mais regardez, là, c'est coupé, c'est déchiré. Il faut je comprends pourquoi j'ai mal comme ça. Ouais. Mais j'étais en pleurs. Là, et voilà, la nouvelle, écoutez. Et il te balance ça comme ça je suis venue toute seule. Comme c'est ce que tu veux, là. On va te donner. Donc voilà, il m'a expliqué ce que je pouvais avoir. Il fallait faire telle radio, forcément passer soit opération, soit infiltration. Bon, il m'a expliqué tous les trucs. Moi, tout ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que je pourrais rejouer? C'est tout ce qui m'inquiète. Il dit, bon, on va déjà faire ce qu'on a dit et puis on verra et tout. Tu m'aurais dit qu'il s'était prononcé tout de suite. J'allais dire, lui aussi... Non, il m'a expliqué en long et en large tous les trucs, voilà, mes vues de ce qu'il voit, voilà, exactement. De malades qui rejouent. Exactement. Donc, on a fait ce qu'il fallait faire. Bon, déjà, ton club, il faut assumer déjà. En plus, c'est fin de saison, je ne sais pas si on t'a gardé ou pas. Vraiment, des trucs bêtes. Surtout que c'est stupide, donc du coup... Franchement. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit, celui qui t'a motivé à venir jouer? Il a été un peu négligent sur le... Quand tu pars lui dire que le jeune va me blesser... Après, tout le temps, franchement, tous les jours, il m'appelait. Hein. Il était tellement désolé. En fait, il n'avait pas mesuré l'ampleur des choses. Il se dit que oui, bon, moi, se cognait un peu, mais... Et puis, vu que tu étais physique voilà, aussi, il ne s'attendait pas à ça. À la limite, voilà, je faisais des... KO, quoi. Franchement, c'est une vraie joueuse, quoi. Même si tu tombes, il ne s'attendait pas à ça. Donc, mais je lui ai pas en voulu. C'était moi seul. Franchement, moi, tout ce qui m'arrive, j'ai toujours dit c'est de ma faute. J'ai jamais mis la faute sur quelqu'un. Je me suis dit, je n'avais pas le droit d'aller jouer. Point. Je suis parti, j'assume. Donc que l'autre mec connu, même celui qui m'a blessé, 2-3 mois après, on s'est revus en boîte de nuit, on a rigolé. Je lui ai dit, t'as gâché mon avenir, mais c'est pas grave, offre-moi une bouteille de champagne. Il était tout gêné, je lui ai dit, bon, lâche l'affaire, c'est pas toi. Du coup, voilà. Donc, premier test, santé, on essaye de gérer le genou et c'est pas bien guéri. Mais je veux pas dire que c'est pas bien guéri. C'est ça. Parce que je vois les gens qui sont en train de jouer, je vais jouer aussi. Donc, je fais croire que ça va. Et je vais jouer dessus. Mes derniers matchs, même, bon, ce temps, on n'avait pas le réflexe de se filmer. Mais je pense que si on fouille, on peut trouver quelques vidéos. Je boitais même. Donc, à chaque fois, mon coach me demande, tu es sûr que ça va? Oui. Je fais exprès pour leur faire croire que j'ai un peu mal, mais t'inquiète. Mais parce que malgré tout, j'arrivais à faire quelques petits trucs. Il y a des matchs où je sortais meilleure joueuse, meilleure marqueuse. Ou celle qui a le plus défendu, malgré le fait que je boite, hein, vous voyez. Donc, quand je lui disais non, ça va, bon, ça va, quelques petits trucs, il croyait, jusqu'à ce que, bon, ce soit trop tard, quoi. J'ai vraiment abusé, le médecin me dit, mais vous aussi. C'est mort. Voilà. Et est-ce que je me dis comme ça, hein, c'est une pensée au passage comme ça, est-ce que tu penses que le fait que tu pensais être nul t'a aidé à devenir meilleur au basket? Comme une sorte de... Comment dire ça? J'ai envie de dire défouloir, mais c'est pas le bon mot, de refuge. Tu t'es dit, bon, vu que tout le monde dit que je suis nul, et là, parce que tu l'as dit tantôt, tu as dit que le seul moment où tu avais des pensées positives, des zones positives, c'est lorsque tu avais le ballon de basket en main. Est-ce que tu penses que ça t'a rendu meilleur ou alors ça n'a rien à voir? En fait, c'est le mot, hein, c'est un défouloir. C'était un défouloir pour moi. Chaque fois que j'ai des paroles, tant que j'arrivais à sauter la clôture parce que j'en m'interdisais de jouer. En plus, non seulement c'est le seul endroit où je suis contente, mais en plus, on m'interdit de jouer. Bon, je saute la clôture, je prends le ballon, je vais dans le petit terrain qui est derrière, là, je vais faire 5 tours de terrain, chuter, je marque. Mais qui peut marquer comme ça? Ah, personne, c'est moi seul qui arrive, bam, je marque. Wow. Je me motive. Je marque les 3 points, boum, boum, boum. Quand il y a un garçon qui a passé, il a fait elle est forte. Alors, c'est le seul endroit où je suis forte. Mais alors, donc c'est là-bas où je... tu te réfugiais parce que finalement, tu découvrais que... c'est le seul truc que je connais. Mais est-ce qu'à cette époque, tu avais quand même un allié? Un allié, ça peut être un ami qui croit en toi, ça peut être une tante qui croit en toi, ça peut être un oncle qui te dit non, mais finalement, un allié. Non, tu es seul. Dans ma famille, non. En fait, c'est ça mon truc, c'est que je n'en parlais pas. Bah, on te dit que tu es nul. Tu arrives à te convaincre que tu es vraiment nul. Donc c'est un peu honte d'aller dire à ton camarade, à un moment je ne vaux rien. Donc je disais rien.
Même pas de meilleur ami. J'avais des meilleurs amis, mais le meilleur ami, c'est lui qui t'encense. Ah, c'est la star, quand vous voyez Karine au basket, c'est mon ami. Hein. Donc j'avais cette dualité-là. Quand je suis à la maison, je range, je marchais la tête baissée, mais tu es nul, tu ne vaux rien. Va étudier. Mais quand je suis dehors, on voit plutôt Karine qui est forte au basket. C'était ça. Donc dehors, c'était waouh, elle est trop bien. Connue, je connaissais beaucoup de gens, on saluait, voilà. Donc je ne pouvais pas venir, ou en t'encense dehors, venir dire que moi-même à la maison, je me sens. Non. D'accord. C'est dans mon cœur. Donc j'en parlais pas. Voilà, je vivais deux mondes différents. Est-ce que ça t'a amené à être plus dehors qu'à la maison finalement? Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Parce que là-bas, tu es valorisé. Voilà. Et au plus, et comme je dis, je suis une enfant de jeunesse. Donc entre mon premier petit frère et moi, il y a 10 ans. Ok. Ouais, donc bon, même si je reste à la maison... Tu vas jouer avec qui? C'est le même cas que j'ai chez moi à la maison. Une grande fille. Voilà, donc même si on veut rester à la maison, on est obligé de... On s'ennuie. Donc soit c'est des cousines avec qui j'ai grandi qui viendront, comme je vous ai dit, le petit frère, ma mère qui a accouché à peu près au même. Donc c'est mes cousines, mais bon, on va pas toujours venir chez toi. Voilà, donc j'étais tout le temps dehors. Et dans la cité où on a vécu, il n'y avait pas beaucoup de filles, il n'y avait que des garçons. Donc bon, les garçons toujours dehors. Hein. C'est ça. Un peu au terrain de foot, un peu au terrain... Donc ils venaient toujours me chercher. Voilà, donc ça me rappelle une fois, ils sont venus me chercher, il y avait au moins 20 garçons. Ils ont sonné, mon père est sorti, plein de garçons. Mais vous avez dit qu'on est chez Karine. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ma fille? Chez Karine, le gars, il a paniqué. Il dit, vous tous sous ma fille. On s'attend toujours à un gendre, mais pas autant quand même. Il dit non, il m'a empêché de sortir ce jour. Ah oui, bah oui. Il y a un tournoi. C'est ça. Le mania content, il y a un tournoi de foot. J'ai venu tout gâter, donc je ne suis pas sorti. Mais c'était ça. Le foot? Ouais, au quartier, donc, on touche un peu. On va touché qu'au basket? Non, j'ai touché à tout. Ah, d'accord. Un peu de foot, je courais beaucoup, l'athlétisme, soit en hauteur. Franchement, tout ce qui est sport en fait. C'est le sport en lui-même. Tu étais athlétique. Voilà, c'était un défouloir pour moi. Faire du sport, ça me faisait bien, ça me faisait du bien. Même là, c'est vrai, je dis j'ai arrêté, mais dès que je commence à courir ou truc, je retrouve cette sensation-là. Voilà, c'est comme si ça me monte dans la tête. J'étais bien, franchement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dommage. Même la marche. Ouais. Je vais t'inviter un jour à une randonnée. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, avant, je le faisais de moi-même. Aujourd'hui, on va me dire, ah Karine, il y a un tournoi demain. Ok, je vais venir. Regardez. Non, je peux venir, je vais jouer. Tu joues quand même, quoi. Oui, d'accord, voilà. Je suis très têtu. D'accord. J'ai pas le droit. À chaque fois que je joue le lendemain, pendant 2 jours, j'ai mal. Mon genou s'enfle. Mais je lâche pas l'affaire, quoi. J'y vais, mais de moi-même, non. C'est dit aujourd'hui, on va m'appeler. Karine, oui, demain, viens, viens jouer, ça fait longtemps. Okay, mais pourquoi? Est-ce que tu t'es dit, j'ai échoué à atteindre mon objectif, donc je ne veux plus en entendre parler? Non, en fait, je me dis que j'ai trop donné dans ce domaine-là. J'ai donné, j'ai joué, je suis blessé, je joue sur les blessures. Ce qui fait que le jour où on m'a bloqué, on m'a dit, tu n'as plus le droit, ça m'a fait une telle déchirure que c'est comme si, je sais pas comment expliquer, c'est comme un goumin quoi. Un garçon te fait un goumin et puis tu dis non, je veux plus d'homme dans ma vie. C'est ça en fait. C'est ça, je vois. C'est ça exactement ça. C'est que ça j'ai eu tellement mal que c'était mon rêve. C'est ça. C'est le seul truc. C'est plus simple quoi. Voilà, c'est le seul truc qui me disait que j'étais quelqu'un. Tu étais quelqu'un. Et puis bon, on m'a arraché ça. Et bêtement en fait, quand j'explique l'accident même. On m'a arraché ça et pour moi, c'était non, je veux plus. C'était une sorte de répulsion. J'ai peur, faut pas que j'aie une autre déception. Voilà. C'était ça, et puis c'est rentré dans mon mental. C'est ça. Donc ça fait que le basket, même, je supportais plus. Quand je zappe, que je vois, j'entends le bruit, même sur le parquet, je change. Les chaussures là. Voilà, je zappe. J'avais plein de Jordan, j'avais une collection incroyable de Jordan. Je faisais même des concours avec des gars, parce que j'avais des Jordan qui n'existaient pas, des collections uniques. J'ai tout bazardé. Parce que ouvrir mon placard, voir des baskets, je pleure. Je me dis, mais non. Tu as carrément tourné la page, ça m'a vraiment non, tellement... Tu as jeté le livre même. Ça m'a traumatisé, franchement, ce truc-là. Et c'est pour ça que le sport, j'ai eu, et puis pouf, j'ai pris quoi, à 40 kilos en 6-7 mois. Ouais, c'est ça, ça pardonne pas. Donc quelqu'un qui a toujours été skinny, du jour au lendemain se retrouve à Pouchou. Tout a eu un chamboulement. Donc ça fait qu'aujourd'hui, reprendre le sport même, c'est le mental. Mais si j'ai quelqu'un qui me bouge, oui, je vais le reprendre. C'est dans mes gènes. C'est dans les gènes. Voilà, je pense que c'est les débuts me motiver pendant quelques temps. C'est ça. Et après, ça va repartir. Et donc, quand tu arrives à Paris, donc Cassure, les premiers moments, comment tu les vis au niveau pécunier? Est-ce que tu trouves un boulot? Comment tu te débrouilles toute seule dans cet univers et quel est le poids du basket, du coup, dans ce nouvel environnement sans les parents, si je peux dire ainsi? Alors, quand je suis arrivé la première année, avant de venir, en fait, ils m'ont donné une enveloppe avec un peu d'argent. C'était combien? C'était 10 000 euros, quoi. C'était pour l'année, en fait.
Ah, pour C'est l'année. l'argent de l'année. Ouais. Entre la fac, Ouais. les C'est loyers. beaucoup, mais si c'est pour l'année, voilà, du coup, ça 6 devient millions, relatif. 5 millions, tu te retrouves, tu arrives à Rennes, tu as ta maison, tu es tout seul, tu vois ton enveloppe, tu dis voilà, je suis une adulte. Je vais faire ce que je veux. Je vais faire ce que je veux. Ma chance, c'est qu'en ce temps-là, j'avais un cousin chèque qui habitait à quelques mètres de chez moi. Donc au début, je partais là-bas tout le temps. Vraiment, lui, si c'est pas Dieu, je sais pas. Lui et sa femme m'ont nourri pratiquement tous les jours pendant un an. Ah, quoi. ça c'est utile, ça. Hein? Ah ouais, je les embêtais. Ils venaient juste d'avoir un enfant. Le gars, il faisait 3-4 jossis pour pouvoir s'en sortir. Mais il m'a toujours ouvert la porte. Sa femme, un amour, bibiche, bisous, qui m'ont toujours nourri. Un jour, tous les jours. Franchement, un an. tous les jours pendant un an. Du coup, pas besoin de travailler ou tu avais quand même Pour le moment, ça allait, je voyais pas bien un truc. Basket, et après, école. ouais, voilà, non, bon, c'est la première année, donc le basket, c'est pas encore pro. Ah oui, d'accord. Ça se faisait, voilà, comme ça, naturellement, au quartier, tu vois un terrain, est-ce que je peux jouer avec vous, voilà. D'accord. Et la deuxième année, c'est là où les parents te disent, bon, écoute, tu te démerdes, en fait. Mais toi, tu as vécu un an coupé, décalé, donc ça va, tu sais pas que... Donc, aucune économie, tout, et du jour au lendemain, tout est donc déjà obligé de déménager, parce que où tu étais là, le loyer est trop. C'est ça. Je pars très loin de chez mon cousin, donc déjà le coup de manger tous les jours, c'est fini. Déjà, ça rajoute un budget de restauration. Et eux aussi, ils ont eu à bouger leur vie, donc on ne pouvait plus trop. Ils sont allés carrément. C'est comme si je suis à Abidjan et puis eux, ils s'en vont vivre derrière Assini. Donc bon, si je veux manger gratuitement, ils sont obligés de marcher combien d'heures. Ouais, déjà, le transport, il faut que tu fasses le marché. Voilà, donc déjà, ce côté-là, c'est cassé. Et là, j'ai vécu une période 2 ans franchement, c'est la vraie misère, vie, quoi. C'est la misère totale. Hein. J'étais nourri par le secours populaire. Hein. Moi, les restos du cœur, ils m'ont aidé. Pourquoi tu ne trouves pas un travail? Je ne trouvais pas de travail. Ah, tu ne trouvais pas de travail? Je ne trouvais pas de boulot. Tu cherchais? Moi, je dis que c'était spirituel. Que je suis même mes amis de la fac, on dit, ah, on recrute dans tel coin. Ah bon, Karine, pardon, fais-nous notre CV. Fais le CV, on s'en dépose, on prend tout le monde, on ne le prend pas. Aïe. Incroyable. McDonald's recrute, ça prend tout le monde, moi on me refuse. Pourtant McDonald's, c'est McDonald's ne refuse jamais. Voilà, on m'a refusé au moins 5 fois à McDo. Moi j'ai bossé avec eux en France, je suis arrivé en Angleterre, c'était mon premier boulot, ils prennent tout le monde. Tout le monde, j'ai été rejeté 5 fois. Incroyable. Je ne trouvais pas de boulot. J'ai tout essayé. Ménage, tout. Même ménage. Même le ménage en intérim. On m'appelle jamais. Je vous dis que c'était spirituel. Tout était fermé. J'arrivais rien. Donc il faut que je mange. Il faut que je paye mon loyer. Dieu merci. La maison où j'étais, mes propriétaires, monsieur et madame Champotré, peu à leurs âmes, c'est des blancs. Mais ils étaient incroyables. Je leur devais au moins 6-7 mois de loyer, mais ils n'avaient pas eu d'enfants. Donc la femme, c'est la prochaine question. Voilà, elle me prenait comme sa petite fille. C'est ça. Je m'étonnais un peu. Oui, mon papa a laissé ma maman à cause d'une jeune fille. Donc ma maman se retrouve toute seule avec 3 enfants. Je suis la seule ici en France. Elle a pris pitié pour moi. Elle allait parler à son mari. Ouais, vous les hommes, vous n'êtes pas bien. Oh là là, la pauvre femme, elle s'en sort pas et tout. Donc ils m'ont pris sous leurs ailes, sous ce petit mensonge. C'était leur social. Voilà. Donc dès que j'arrivais à grouiller un peu ici, un petit truc, je leur donnais. Mais franchement, ils ont été un amour. Ils m'embêtaient pas 6-7 mois sans payer le loyer en France. Chez des Blancs, c'est un truc incroyable. Donc, je luttais comme ça. Secours populaire, je vais aller à la fac, voir l'assistante sociale, lui expliquer que bon, voilà, va me donner des tickets pour pouvoir manger dans le resto U. Franchement, mes 2 premières années, c'était la misère. C'est une vraie galère, hein. Ah, j'étais dans la... Même les habits, je fais au secours populaire. Ouais. La honte totale, tu es dans le rang, tu prends, on te dit non, madame, vous n'avez pas le droit à 2 manteaux, déposez. Ouais. Un seul manteau. Toi, tu prends 2 pour changer. Oui, un peu de style, un peu de pharaon. Quand même, je vous dis que mon grand-père était président de l'Assemblée nationale. Quand même. Un manteau bleu, un manteau noir. Vous aussi, déposez, madame. Tu prends spaghetti, on dit vous avez droit à 2 paquets de spaghetti, un jambon. Dingue, tu es dans les rangs. Tu dis, ouais, Seigneur, la vie, c'est quelque chose. Hein? Ouais. Donc, en fait, je suis reparti à zéro. Complètement. C'est Dieu qui a fait. Parce que c'est pas possible. Comme je vous dis, tout le monde trouvait du travail, sauf moi. Tout le monde. J'ai tout testé. À un moment, je disais même que j'allais à la morgue me faire contrat là-bas parce que tout, ça n'allait pas. Mais je suis sûr que même là-bas, tu n'allais pas. Franchement, je suis sûr qu'il allait être à côté. Ça, c'est clair. Et ça a duré 2 ans. Mais 2 ans de galère et de rébection en France. Mais comment s'est fait le déclic? Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es moisi. C'est ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu peux pas appeler ici aussi. Les gens même te disent, même, Jean-François, tout le travail. Et puis je ne pouvais pas dire, mes parents m'ont lâché.
Ouais. J'osais pas le dire. Déjà, même quand j'étais petit, je n'osais pas dire à la maison qu'on me traite de nul. C'est pas là, je me dis que mes parents m'ont lâché, en fait. Mais là, tu le dis facilement. Oui, bah, tu sais que ça sera, ouais. ça sera sur Internet. Hein. Aujourd'hui, Tu assumes. on s'est réconciliés, on a parlé. Je vous parle d'un truc il y a au moins 15 ans, quoi. Ouais. Voilà, donc... Et comment les choses commencent à aller, finalement, après 2 ans de galère? Après 2 ans de dure galère, les choses... franchement, comme je dis, c'est Dieu. Parce que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Un matin, comme ça, boum, j'ai eu un club. De basket. Voilà. Donc le basket encore vient... J'ai eu un club où j'ai commencé en semi-pro, où j'ai commencé à jouer là-bas. À la fac, il y a une des filles de mon club qui était à la fac, elle m'a dit, mais tu sais qu'à l'université, on fait le championnat de France. Je dis, ah bon? Donc elle m'a inscrit dans l'équipe de la fac. C'est parti comme ça. Donc j'ai commencé à découvrir de nouvelles personnes, un nouveau monde de basket. Et de là, de fil à aiguille, oui, ben il y a, tu sais, tel Sabine est dans tel coin, il recrute. Ah bon? Ah, mais demande-lui de me prendre un boulot serveuse dans un restaurant. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais il a fallu 2-3 ans de misère, de galère. Je pense que c'est là où Dieu voulait me remettre en place dans mon humilité, de dire que doucement. Donc c'est parti de là. Donc j'ai commencé, mon premier boulot, c'était serveuse dans un restaurant. Et c'est parti là, un peu, tu commences à avoir des sous. Donc basket, serveuse, voilà, doucement, l'école, parce que je lâchais pas les études. Tu as pu payer les arriérés de loyer? Oh, les arriérés là, ça a été payé au fur et à mesure, hein. Ça n'a pas été facile. Mais je n'ai jamais lâché les études, parce qu'on m'a tellement formaté dans notre famille, c'est le diplôme, que pour moi, si je devais réussir dans ma vie, il fallait que j'aie un diplôme. C'était ça mon objectif. Est-ce qu'il y avait une volonté derrière de rendre fier ou de dire... C'était que ça, entendre mon papa ou ma maman dire « je suis fier de toi ». C'était mon rêve. Donc il y avait quand même une recherche. Mon rêve, c'était d'entendre mes parents dire « je suis fier de toi ». Parce que tu vis toute ta vie, on dit, ton papa il est découragé. À chaque fois, il te dit une fois... Ça devient un combat. Voilà, tu me déçois, je suis déçu de toi, tu me dis ça. Moi, c'était mon rêve. Dire que, entendre quand je vois à la télé les enfants « oh, je suis fier, bisous ». J'avais jamais vu ça. Donc c'était juste ça. Donc pour moi, si j'ai un diplôme, ils seront fiers. Ce qu'ils veulent. Voilà. Mais donc, malgré toutes les galères, je partais quand même à l'école. Je peux rentrer de l'entraînement, je suis fatigué, je vais traîner des pieds, mais je vais quand même parce que je veux forcément avoir un diplôme pour les parents. C'est tellement pour moi, hein. C'est ça. Moi, je m'en foutais, mais je me disais que voilà, moi, je vais taper ma poitrine devant pour dire que tout le monde a eu un diplôme, même Karine, elle a eu. C'est ça. Et franchement, tu y es allé fort, hein. 2, 3 masters, tu disais. Ça, 3 masters. 3 masters. En quoi? En fiscalité, en ressources humaines et dans le digital. Tu as quand même validé la fiscalité. Oui, j'ai validé parce que maman m'a dit de faire. D'accord. Je suis allé, j'ai fait 3 jours de stage, j'ai fui. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Mais la fierté. La fierté. La fierté, je me rappelle, le gouvernement m'a élevé au rang de chevalier. Oui, j'ai vu ça. De l'ordre numérique. Tu es dans la salle, sur le podium, et tu vois papa et maman au milieu de tout le monde. Wow. Tu te crois en maternelle comme ton papa et c'est ma fille. Voilà, c'est ça que je voulais. La nulle. Voilà, et juste après, interview avec les journaux, le papa, maman à côté, tu parles. Wow, ça devait être... Ah, franchement, trop bien. Et puis, c'était pendant décembre. Ouais, c'était le mois de décembre, et donc les fêtes de fin d'année, parce que chaque Noël, on fait tous en famille. Et là, mon père se lève, il dit, j'ai un discours à faire devant tout le monde. Tu m'étonnes. On a arrêté. Et là, on est en quelle année? 2022. 2022. Vous voyez, combien d'années avant d'entendre mon papa, je suis fier de toi? C'est pour ça que j'ai demandé. 2022, et là, il commence un discours. Il parle, oui, ma fille Karine, de là, tout le monde se retrouve, je dis, waouh. Et mon père me fait un discours, il a l'art oratoire, il sait très bien parler, mon papa. Oui. Et il a sorti un discours là, je suis fier de toi, je suis mais là, je commence à pleurer. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça en fait. Non, moi j'aurais pleuré aussi. La vaurien, pratiquement 40 ans avant d'entendre je suis fier de toi. Et là, ça a dû être un fardeau. Ah non, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Là, j'en parle, même les larmes même me reviennent, même tellement j'étais contente. Je me suis battue et j'entends ça. Bah, j'ai gagné. Ouais. Voilà, c'est fini. Pour moi, mon combat est fini. Et surtout, quand on sait ce qu'un père représente pour une fille, je peux imaginer. Franchement, parce que comme j'ai dit, ma mère, elle a eu que des garçons après moi. Et mon père, il a voulu une autre fille. Donc, ils ont essayé, hein. Garçon. Donc, tu sens que le gars, il voulait il adore les filles. Il est très sensible. Voilà, donc il a toujours voulu une autre fille. Il n'a pas pu. Donc, franchement, il se disait, mais attends.
La seule fille que j'ai vue, l'osée me décourage comme ça. Ouais. Et là, l'entendre dire, ma fille, tu m'as rendu fière. Ah, Et je t'aime, papa. maman était là. Oui, pour moi, elle est là. Bah, elle, maman, c'est ma jumelle, hein. Ah, Ah oui, physiquement, comme caractère, on est pareil. Aujourd'hui, je l'embête en disant aux gens que c'est ma grande sœur. Parce que quand on est assise côte à côte, je te dis c'est ma mère. Puisqu'elle t'a eu jeune. Oui, tu vas pas croire. C'est Donc, ça, on est pareil. le bon côté des On est choses. pareil, elle m'a donné son caractère. C'est elle qui m'a appris que dans la vie, une femme ne doit pas compter sur un homme. Hein. Elle peut tout faire. Une femme indépendante, elle peut tout faire. J'ai une image du moment qu'elle avait cassé son pied, elle était on avait un plâtre. Elle avait demandé à mon père de changer l'ampoule. Vous savez, vous les hommes. Oui, je vais faire. Vous les hommes. Il a fait. Ça l'a énervé, elle est montée sur le fauteuil, le plâtre en train de changer. Ouais, elle s'en balait. Ouais. Elle a changé, elle dit, bon, c'est pas ça, elle était démonie, non? C'est ça. Voilà. Donc, ce trait de caractère, toujours foncé, ne pas avoir peur, c'est ma mère, voilà. Donc, je pense que, comme on se ressemble trop, ça explose. Ouais, vous savez, franchement, c'est une histoire très, très, très émouvante. D'accord, donc tu es à Rennes, tu travailles, les choses commencent à aller. Et donc, tu enchaînes en même temps les masters, c'est ça? D'accord. Comment le digital, comment tu rencontres le digital? Donc voilà, donc, comme j'ai dit, j'ai enchaîné, j'ai fait la fiscalité, j'ai pas aimé. Je me suis dit, je ne peux pas travailler dans ça. Mais il me faut un autre diplôme alors, parce que je ne vais pas rentrer avec ça et puis je vais dire, maman, je ne vais pas travailler dans ça. Et donc, comme je suis très empathique, j'aime bien aider les gens, je suis à l'écoute. C'est ça. Je suis toujours là à partager. Je dis, bon, je vais faire des ressources humaines. Au moins, ça, c'est un métier où je vais prendre la défense des employés, je vais apporter quelque chose. Donc, je suis allé, j'ai fait le Master 2 en ressources humaines. Et je continuais le basket à côté. Comme je dis, tant que moi, je pouvais jouer. C'est ça, tout allait. Voilà, ça allait. Et j'ai fait un stage, j'ai travaillé dedans, bon, ouais, bof, quoi. Par contre, là, tu restes assise. Hein. Oui, je suis restée là, ouais, voilà, j'avais pas le choix. Je me suis dit, bon, ben voilà, plus tard, quand je vais finir complètement avec le sport, je sais ce que je pourrais faire. Peut-être que je serai consultante dans les ressources humaines, venir aider, voilà, mais je sais dans quel domaine je vais être. Et j'étais comme ça jusqu'à ce que le sport qui me donne tout parte. Et que je ne sache plus quoi faire. Pourtant, j'avais dit, si je ne fais plus du sport, je vais faire ressources humaines. C'est ça. On me dit, tu ne peux plus faire sport maintenant. Je me dis que ma vie est fichue. Ouais. J'ai oublié carrément les ressources humaines, je ne voulais plus rien faire. Et donc là, c'est 2 masters en poche. Et là, par hasard, je tombe sur le digital, où j'apprends que c'est un domaine, un métier, voilà. Donc, j'ai un déclic. Et c'est là où, pour moi, Dieu commence à me parler. Moi, c'est comme ça que je dis. Parce que quand j'écoute que le gars il parle du digital, j'ai comme si l'impression que quelqu'un me parle dans la tête. En me disant, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est là où tu dois être. Le fameux Saint-Esprit. Voilà. Et c'est ce que j'entends. C'est ici que je veux t'emmener depuis. Audiblement. Comme si je parlais à quelqu'un. Si, si. C'est ici que je veux t'envoyer depuis. C'est là où tu vas être. Et je me dis que je sortais pas chez moi, je suis sorti, je suis allé m'inscrire à la fac. Direct. J'ai commencé comme ça le lundi, hein. C'était peut-être un mercredi, le lundi qui a suivi, j'ai commencé les cours. Je pense à une question comme ça où on rentre un peu dans le spirituel, permet. Est-ce que tu penses que ce qui t'est arrivé est lié au fait que les parents n'ont jamais voulu que tu joues au basket? Pour mettre un peu en exergue le côté bénédiction des parents, pas malédiction, mais non, bénédiction ou absence de bénédiction. Est-ce que tu penses que c'est lié ou pas du tout? Quand j'ai été blessé, j'ai pensé à ça. Quand le jour où on m'a dit c'est fini, je me suis dit que on me disait que tu es africaine. Tes parents t'ont dit jamais tu vas aller faire contre eux. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis que c'est spirituel, mais c'était pas ça le message en fait. En fait, j'ai compris que Dieu devait me faire passer par ça, connaître c'est quoi la gloire, c'est quoi la reconnaissance, c'est quoi tous ces trucs-là, me forger avant de m'emmener dans mon vrai chemin où il y aura la lumière. Donc comme j'ai connu ça avant, je sais que j'ai la tête sur les épaules aujourd'hui. On va m'inviter à la télé, on va faire des interviews, ça ne m'influence pas plus que ça. Mais je pense que si je n'avais pas connu tout ça avant, et j'étais tombé dans ça aujourd'hui, j'aurais pu être hautaine, me dire c'est moi Karine. Bon. Et voilà. Mais je pense qu'il m'a fait connaître tout ça. Et même
tous ces endroits où je ne trouvais pas du travail, tous ces trucs, je pense que c'est Dieu même qui a fait. Il a même durci le cœur de mes parents, qui fait que parfois, de temps en temps, quand j'appelais, c'était trop chaud, ouais, c'était trop chaud, envoyez-moi quelque chose. Je me disais non, débrouille-toi. Bats-toi. Voilà. Ça fait qu'aujourd'hui, quand je discute même avec mon père ou ma mère, je les taquine de ouais, avant tu m'as laissé tomber. Lui-même, il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il essaie de se réfléchir, il ne croit pas en fait. Comme si ce n'était pas la même personne. Ouais. C'est pas mon père, par exemple, ou même ma maman, j'ai dit, mais toi, tu m'avais dit ça avant. Ouais. Surprise. C'est impossible que je puisse te dire ça, ma fille. Ah oui, mais tu me l'as dit. Tu vois, voilà. C'est quelqu'un, peut-être quelque chose qui Voilà. l'a poussé. Donc je pense que le Seigneur avait durci tout. Parce qu'il voulait me faire comprendre que si ce n'est pas lui, il n'y a personne d'autre. Je ne dois croire qu'en lui et lui faire confiance. Et effectivement, tout mon chemin, c'était que lui. Je n'ai jamais eu à compter sur quelqu'un. C'est Dieu. Il m'a dit, hey, Seigneur, moi, je vous dis, voilà, le bout demain, il y a une solution qui, voilà. Donc en fait, je pense qu'il a fait ça pour que je sois... C'est ma conversion, en fait. Voilà. C'est ma conversion qui a été tout ce que j'ai subi. Wow. Et donc, pour revenir à la lumière, le mot que tu utilisais tout à l'heure, tu penses qu'aujourd'hui, la lumière, ta lumière, vient du digital? Oui, je pense que je suis dans ma voie. Pourquoi? Déjà, regardez, je suis là aujourd'hui. C'est vrai. Je n'aurais pas impacté, j'allais pas du tout être invité ici. J'impacte des gens, j'ai une communauté, j'ai des personnes qui me suivent, j'ai des parents qui font de l'avenir, je sais pas, c'est pas le bon mot, qui prennent mon avis pour l'avenir de leurs enfants, dans leurs orientations, un peu le coaching avec tout ce que j'ai vécu avec les parents. J'impacte. Et comme je ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire, j'impacte dans d'autres pays d'Afrique, donc je me dis que bon, je suis vraiment dans mon... Avant, comme j'avais dit, je parlais du basket, mais c'était que moi. C'est ça. C'était mon bonheur à moi, dans mon cœur. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aide des gens et je fais plaisir à d'autres personnes. J'aide à élever certaines personnes. Pour moi, c'est ça. Ok. Et avant de te poser la question de savoir pourquoi tu rentres au pays, je vais d'abord te demander aujourd'hui quel type d'aide et de prestations, puisque tu en parlais tantôt, tu apportes aux gens de ta communauté ou à tous ceux qui te suivent. Quelle est la palette? D'accord. Bon, je pense que c'est pour ça qu'on m'appelle couteau suisse. Hein. Je touche à tous les métiers d'Internet. Création du site Internet, application, accompagnement, personal branding, on fait des stratégies, je crée le contenu, je filme, je monte, je suis infographe. Wow. Parce que en fait, mon master de Pranet, pratique professionnelle de l'Internet, il était tellement nouveau qu'on nous a appris tous les différents métiers. Et c'était des gens qui, par exemple, mon professeur, il y a un qui travaille à YouTube, l'autre travaille à temps. Donc, c'est des gens même de voir. Exactement. Puis... Un gars qui travaille à Photoshop, voilà. Donc, ça nous a montré tous les métiers. Donc, je pense que je suis l'une même des seules qui sait faire un peu tout. Tout ça. Voilà. Donc, on a une palette. Voilà. Même qu'il y a des événements, il y en a qui m'appellent pour... On a un événement, on a prévu, on veut juste vous confier la communication. Voilà, on s'occupe de la com de l'événement. Il y en a qui m'appellent pour tourner les clips, faire le montage. Vraiment tout ce qui est cybersécurité. On fait des formations. Quelle est la demande d'aide la plus improbable que tu aies reçue? La plus dingue. C'est-à-dire qu'on te dit, raconte une histoire sur quelqu'un qui t'a sollicité. Un monsieur qui est très connu, très connu, qui me dit qu'il est en train de perdre ce poids parce que sa femme le trompe. Donc il veut que je pirate son compte pour vérifier. Envoyer des captures d'écran, pour lui montrer. Tu fais ça aussi? Je faisais ça, mais j'ai eu plein de problèmes judiciaires. Donc j'ai arrêté. Donc il te contacte? Et il te contacte comment? Sur mes réseaux. Il m'écrit. Il me dit que oui, en fait, il a pris un faux compte. Donc, il me dit qu'il a besoin, il veut absolument, il a tellement insisté, je lui ai donné le numéro WhatsApp de l'agence. C'est vraiment quelqu'un de très connu, très... T'es pas obligé de dire... Ouais, non, je dirais même pas parce que ça va, waouh. Donc, ça... D'habitude, c'est des femmes hein, qui ont ce problème. Mais là, ou que ce soit un homme, mais... Ça m'a vraiment touché, quoi, parce que tu sentais qu'il était touché. Comme il disait, j'ai perdu 20 kilos en 3 mois. Waouh! C'est beaucoup. Hein. Ouais, ça me...
Mais j'ai des trucs originaux, hein. J'ai des non, trucs ça comme c'est ça. vrai. Ouais, Vas-y, les vas-y, gens, deux, trois trucs dingues. J'ai des trucs originaux. Et les gens, quand je dis sont députés, vont me dire oui, il y a 10 ans, j'ai fait une vidéo avec une petite go là. J'ai peur, est-ce que vous pouvez Ça pas aussi, on va le aller mettre, fouiller hein, ça pour- dérange Oui, pas. Ok. oui, moi, tant qu'il n'y a pas de nom. Oui, non, il n'y a pas de nom. Non, avant, j'ai fait ça, une petite vidéo, il va m'envoyer la vidéo. Et oui, bon, Mais est-ce que vous assure-toi pouvez que supprimer ça sur Internet? Bah non, je peux il pas t'envoie la supprimer. vidéo. Donc tu la Ouais, vois la vidéo. parce qu'il me montre où il a vu. Avant, on avait quoi? C'était quoi? i5. Oui. Voilà, avant Facebook, il y avait i5. Donc, je sais pas, il a tapé quelques mots-clés et il y a un Il est lien tombé dessus. i5, voilà. Donc, il me donne le lien, il me dit que ça existe encore sur Ça existe Google. quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Je dis, mais moi, je peux rien faire. Ouais. J'ai pas le truc source. Donc, je peux pas, comme quoi rien ne se perd, hein. Donc là aussi, tu n'as pas pu faire. Non, Il n'y a j'ai pas une j'ai technique, pas, un hack. Forcément, il y a une technique. Mais franchement, Donne-nous un troisième Ah, truc insolite. troisième, qu'est-ce que Parce que j'ai là, c'est eu, vraiment insolite tout ça. oui, oui. Un troisième, vraiment. Qu'est-ce que j'ai eu d'insolite? Alors, donc, c'était un monsieur qui avait 2 femmes. D'accord, officiellement. Donc, Officiellement, lui, il n'y a pas de Il a problème. 2 femmes. Son problème, c'est que, je ne sais pas, il a eu un problème avec son compte Facebook. Et pour récupérer le compte, il a mis une adresse mail. Mais le problème, c'est que l'adresse mail qu'il a mis, c'est celle de sa 2e femme. Donc, D'accord. elle recevait... Tous ces mails. Bon, comme les 2 femmes ne s'entendent pas, Ah, elles ne s'entendent pas, d'accord. la 2e femme, à chaque fois, elle sort des trucs à la maison. Elle est au courant des trucs que l'autre ne sait pas. Ah, La d'accord. première femme te dit, mais attends, c'est la première femme qui m'écrit, qui m'explique. On dirait qu'il dit un peu plus de choses quand il est chez l'autre. Aussi, comment va? Donc ça a créé une tension et tout. Et la première femme m'a écrit en me disant que oui, voilà, elle ne comprend pas. Elle a l'impression que quand on est à la maison, son mari est toujours avec elle. Mais c'est pas comme moment il parle à la 2e, il a plus d'infos et tout. Elle Elle a plus d'infos. Elle croit que c'est dans le téléphone, elle a pris le téléphone du gars, tout ça, elle va avoir accès à son téléphone. Et le gars, il m'a écrit. C'est ça où ça fait rire. En me disant que lui, il pense que son téléphone est piraté. Donc, la femme Elle qui n'est pas m'écrit. dans le truc écrit, Lui aussi, il m'écrit en me disant qu'il pense que son téléphone est piraté parce que sa femme sort des infos, ça les donne. Et après, en collant les morceaux, en faisant l'audit, je dis, mais vous avez partagé la même adresse mail. C'était juste ça. Le mail. Le gars, il me dit, waouh, je vous dois combien? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste le mail. Il dit, non, forcément, je vais vous donner quelque chose parce que vous m'avez sauvé la vie. Mais ça m'arrive très souvent, hein, que parfois les deux personnes m'écrivent pour le même cas. Ah, c'est un truc que... Ouais. c'est fou quand même. Hein, parce que Ouais. moi, quand je pense à toi, je pense à déblocage de mon compte Facebook, améliorer ma visibilité, mais à aucun moment, je me dis, elle peut faire ça aussi. Ouais, piratage, Voilà pourquoi tu dis hacking, couteau suisse. Ça ouais, veut dire voilà. tout ce sur quoi il y a un ordinateur, tout Voilà, ce qui est digital. exactement. Tout. Je touche à tout. Merci pour ces 3 anecdotes qui sont très intéressantes et qui vont rendre le podcast vraiment intéressant. Au niveau des prestations, je ne demande pas tes coûts, mais combien une personne jusqu'à combien une personne t'a payé parce que vraiment... Ah, ma plus grosse somme. Ta plus grosse somme, mais pas liée à tes prestations. Mais le monsieur, le monsieur ou la dame ou l'enfant, Il était tellement content du travail. Il a quoi. tellement soutra, comme on dit, qu'il t'a dit non, tiens. Bon, voilà, on va venir dire. Le niveau de Les reconnaissance. cousins là vont venir dire que tu as réussi, ils vont Une venir te fourchette. raqueter. C'était un monsieur qui s'occupait de la page Facebook d'une personne du gouvernement. D'accord. Et il ne maîtrisait pas trop bien les configurations, donc il n'avait pas une bonne sécurité et son compte a été bloqué. Donc on ne peut plus gérer la page de cette personne du gouvernement et les élections commençaient. Donc c'est là où on avait... Donc son travail était en jeu. Ouais. Et j'ai pu l'aider à récupérer le compte et il a eu accès à la page. Je lui ai montré comment sécuriser et tout. Mais il était tellement... J'ai sauvé son travail, en fait. Effectivement. Donc, il m'a payé 3 fois ce que j'avais demandé. Je crois que c'était 2 400 000. 2 400 000, il m'a donné... Il a fait le plein de ma voiture. Ça reste raisonnable. Hein? 3 fois plus. Oui, parce que c'est un petit compte. 2 400 000. C'était un petit compte pour récupérer. Mais le gars, D'accord. il me dit, franchement, tout ce que vous voulez. Après, c'est un contact à vie aussi. Oui, voilà. Ça m'a permis de rencontrer le fameux homme politique. Ça me fait un réseau. Voilà, ça ne s'est pas arrêté là, quoi.
Il m'a présenté à son patron, il m'a fait un spot au patron là-bas. Ouais, c'est la seule dans le monde entier. Si c'est pas, ce qui fait qu'à chaque fois que le patron a quelque chose, bah, c'est moi qui l'appelle. Voilà. Donc, au-delà de ça, mais ça a été... c'est vrai que je dis 2,4 millions parce qu'à la base, c'était quoi 450 000 qui devaient me payer, mais dans 2,4 millions. Donc, tu te dis, bon. C'est pas mal. Voilà, tu t'attendais pas à ça. C'est ça. Voilà, il a fait le plein de ma voiture et puis le réseau derrière. Franchement, ça m'a beaucoup étonné. Le réseau qui vaut le réseau qui vaut plus que ça, quoi. Et ce qui te fait avoir des gombos un peu partout, c'est super. Alors, moi, je me dis, pourquoi être revenu en Afrique? Pourquoi tu reviens au pays? Bon, comme je disais à un ami, on ne m'a pas chassé de mon pays. À la base, je partais faire mes études pour revenir. Ah. C'était ça. Tu as ton bac, tu vas... Dans ma famille, c'est ce schéma-là. Quand tu as le bac, tu vas en France ou aux États-Unis, tu as ton diplôme, tu reviens travailler. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est ce qui était prévu. C'est moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis joué les basketteuses, les tantantans. Un truc, je devais faire 5-6 ans revenir, j'ai fait 15 ans en France. Voilà, c'est moi-même qui ai trop duré là-bas. Et après, quand j'ai eu mon diplôme, comme je l'ai écrit dans mon mémoire, pour moi, quand j'ai découvert le digital, c'était pour la Côte d'Ivoire en fait. Parce que bon, je me dis en France, ils ont déjà tout. Voilà. Et quand j'ai découvert, pour moi, dans ma tête, c'est que le digital pouvait apporter beaucoup en Afrique. Énormément, ça pouvait aider beaucoup de personnes. Franchement, j'avais des rêves. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon mémoire. Que grâce au digital, il y a 10 ans, je vais aider la Côte d'Ivoire. Je vais aider l'Afrique. Je vais donner un nom à l'Afrique dans le monde entier grâce au digital. Et je sais... Et c'est ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc quand je suis venu, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester là-bas pour dire je vais aider la Côte d'Ivoire, je veux tant. Donc je vais venir un peu voir à Abidjan comment ça se passe. Est-ce que le digital même on connaît un peu? Est-ce qu'il y a des métiers ou est-ce que je dois venir directement être chef d'entreprise? Voilà, donc je me suis levé un matin, je me suis dit, bon, je vais venir tester pour voir pendant quelques mois. Et comment se passe ton intégration justement? Tu comptais revenir, tu es en train de revenir, comment ça se passe les premiers instants? Comment tu prépares ton retour? Quand tu arrives, par quoi tu commences? C'est là où j'ai dit que c'est la grâce de Dieu parce que à partir du moment où j'ai commencé à être dans le digital, les choses se sont ouvertes. Moi, ça a toujours été difficile pour moi, mais là, les choses sont ouvertes. Quand je suis arrivé, j'ai eu directement mon premier contrat. Et après, de bouche à oreille, ils ont parlé de mon travail. On m'a présenté à un homme politique. Et puis, c'est parti là. Au fur et à mesure, bouche à oreille, bouche à oreille. Donc, je n'ai pas vraiment eu la période où je vais chercher, je vais galérer, il me faut un réseau, je connais personne. Non. Dieu a touché les gens. Bam. Une anecdote. J'ai été social media manager de l'entreprise Weblogie, propriétaire d'Abidjan.net. J'ai travaillé là-bas de 2018 à 2023 l'année dernière, où j'ai quitté pour créer ma propre agence. Et je me rappelle que quand j'ai commencé en 2018, comment j'ai commencé là-bas? J'ai reçu un coup de fil. Bonjour madame, je suis la ressource humaine de Weblogie, on a bien reçu votre CV et pour le poste, on a besoin de vous demain. Je n'ai jamais envoyé mon CV à Weblogie. Je ne connaissais même pas Weblogie. C'est même pas une candidature, c'est moins qu'une candidature spontanée. Je ne savais même pas que Weblogie était à Abidjan pour aller... Qui a envoyé mon CV jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne savais même pas qui recrutait. Vous voyez, depuis que je suis dans le digital, c'est le Seigneur qui me permet. Amen. Je n'ai jamais postulé. Je suis arrivé là-bas, on m'a fait faire un entretien. D'habitude, ils font les entretiens parce que les patrons n'étaient pas encore à Abidjan. Et moi, quand je suis arrivé, je suis tombé sur les deux, bam. Donc, j'ai fait l'entretien avec eux. On a discuté, apparemment, ils étaient contents et tout. Ben, moi, je travaillais ailleurs. Et je n'ai pas eu de retour d'eux pendant des mois. Donc, je me suis dit, bon, voilà, de toute façon, je n'avais pas postulé. Et jusqu'à la fin de l'année, où toutes mes autres activités ont commencé à être bizarres, je ne trouvais pas vraiment... il me fallait quelque chose au plus tard, le 1er mars. Le 28 février, elle m'appelle en panique. Bonjour madame, je suis désolée, mademoiselle Oulaté, mes patrons sont en train de m'engueuler. En fait, ils pensaient que je vous avais recruté depuis la dernière fois. Il faut que vous commenciez demain, 1er mars. Je dis, ah bon, elle dit, pardonnez, je sais que je tombe sur vous, mais j'ai besoin. Demain, il faut que vous commencez. C'est comme ça que j'ai commencé là-bas. J'ai signé là-bas, je ne sais pas comment. Ah ouais. Donc vraiment, depuis que je suis dans le digital, je pense que c'est là-bas que Dieu voulait m'envoyer et il me permet
d'évoluer d'exceller tranquillement. dans ce Ouais, franchement. Là, actuellement, tu interviens dans combien de pays à distance? Ou sur place, hein? Je ne sais pas si tu fais plein de voyages, je ne sais pas. À distance. Déjà dans tous les pays d'Afrique francophone. Oui, cite quelques-uns. Burkina, Mali, Guinée, Sénégal, Niger dernièrement, Cameroun, en Afrique. J'ai eu 2-3 personnes au Nigeria, 2 grands photographes pro. Au Burundi, j'ai eu quelqu'un. Et après, les autres, hein, France, Chine, Espagne, États-Unis, Londres. Principalement des J'ai Africains? eu Australie même. Ou Non, des Blancs, hein, des Blancs, des Noirs, des Chinois. J'ai tout le monde, en fait. Comme je le disais, les réseaux sociaux, il n'y a pas de frontières. Donc, on se rend compte qu'on on connaît toujours quelqu'un. Et le fait que mes clients parlent de moi en bien et font des retours de moi, ça fait que mon audience, ma visibilité, elle est grande. Donc, les gens regardent sur les stories, par exemple, Instagram. Ils vont voir mon nom, ils vont me taguer. Ils vont venir m'écrire en privé. Bonjour, j'ai vu sur telle story que vous avez aidé telle personne. Moi, j'ai tel problème. Est-ce que... Bon, voilà. Donc, c'est parti comme ça, en fait. Et tout type, franchement. Suède, Norvège, blanc, noir, chinois, bleu, arabe. Ouais. Tout ministère. C'est sûr que des fois que tu aides même des gens que tu... Je sais même pas à quoi ils ressemblent. Je sais pas. En fait, et c'est ça le truc. C'est que je ne lis pas les noms et je regarde pas les photos. Pour ne pas me laisser... voilà. Je ne veux pas me laisser avoir, ah, c'est tel ministre. Non, je prends tout le monde de la même manière. J'ai eu une dame qui m'a écrit, qui m'a dit ça, oui, parce qu'elle me posait des questions et je lui répondais, faites comme ça, faites comme ça. Faites ça, faites ça. Et elle voulait que ce soit moi-même qui le fasse à sa place. En me disant, oui, mais je suis sûre que si c'était une grande entreprise ou un public, une personnalité publique, vous allez le faire. Et je lui ai répondu pour lui dire que, franchement, je ne suis pas comme ça. Je ne regarde même pas les noms, je ne sais pas qui est qui. Je vous dis de le faire pour ne pas que ça devienne un travail. Parce que si je dois prendre mon ordinateur, ouvrir mon ordinateur, utiliser ma connexion, mon temps, me connecter, faire votre truc, c'est un travail que vous allez me payer. C'est ça. Mais je suis tellement gentil que je prends le temps de répondre à vos questions. Vous me faites une capture, je vous dis, cliquez ici. Faites ça, faites ci. Si vous n'étiez personne, comme vous avez dit là, je n'allais même pas gasser mon temps. Voilà, donc je mets tout le monde à la même enseigne. Je sais qu'il y a un grand leader politique qui m'a écrit, hein, il m'a écrit en me disant, mais c'est pour vous joindre, c'est impossible. Vous êtes trop occupé. Même le président n'est pas occupé comme ça. Ça veut dire quoi ça? Parce que justement, je l'ai fait passer sur le WhatsApp Pro où tout le monde écrit. Donc son message s'est perdu dans le... Voilà, je me dis que tout le monde est la même chose. Franchement, je n'ai jamais aimé cette histoire de... T'es un boss. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu ce mal. Et ça, c'est une avec les histoires, oui, j'ai toujours eu ce mal avec ces histoires de titres. Et avant, on me disait que je n'aimais pas l'autorité. Ce n'est pas l'autorité que je n'aimais pas, c'est ça le titre. On dit son excellence. Et monsieur, oh, mais non, on est tous des humains, on est même chose. On est même chose. La preuve, aujourd'hui, tous les ministres ont des problèmes. C'est le même problème que les... C'est ça. Le simple vendeur de chaussures qui a un problème en ligne. C'est le même problème que le ministère a. C'est les mêmes problèmes techniques, je veux dire. Voilà, donc on est tous pareils, en fait. Il n'y a pas besoin de... Non. Donc, j'aime pas. J'aime mettre tout le monde même chose et voilà. Et ça, c'est tout à ton honneur. Alors, je sais que tu es une pro du digital. À quel moment ça se connecte avec Facebook, le méta? Est-ce qu'ils te contactent, tu les contactes? Je pense qu'ils ont remarqué que je gérais beaucoup de... Parce qu'à un moment, aujourd'hui, je suis administratrice de plus de 170 pages Facebook. Ça, c'est que Facebook. Je ne parle pas d'Instagram, de Twitter, YouTube et autres. Donc, je pense qu'à un moment, ils ont dû se dire, mais attends, c'est qui cette fille-là qui est sur tous les comptes comme ça. Et c'est des comptes que, bon, Dieu m'a fait grâce, qui arrivaient à bouger quand même, qui avaient de l'audience. Et puis, j'ai eu un contact, enfin, il y a des opérateurs de Facebook qui m'ont envoyé une notification concernant le résultat d'une publication que j'ai faite. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi il m'a contacté, en fait. Et on a commencé à discuter de ça. Au fur et à mesure, je dis, bah oui, mais donnez-moi des conseils parce que là, moi, j'ai remarqué que tant. Donc, on s'est parlé comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines. J'envoie un mail, il répond et tout. Et un jour, je lui dis, bah, écoutez, j'ai une situation où j'ai un de mes clients, sa page a été piratée. Donc, je n'ai pas venu me jouer les hackeuses, pirateuses ici, je vous avoue. Comment ça peut se faire? Il m'a dit, ok, donnez-moi telle info, telle info. Il a pris les infos, il est parti le lendemain, il m'a dit, bon, c'est réglé, cliquez sur tel truc, vous allez avoir. Je dis, waouh, c'est trop bien. Il me dit, mais vous savez, avec les résultats que vous avez,
je vais vous donner l'accès au partenariat. Moi, je n'avais même pas compris. Quand il m'a dit accès partenariat, je dis d'accord. Il m'a demandé mon mail, j'ai donné le mail, il m'a fait rentrer dans un coin, j'ai cliqué, j'ai lu vite fait, puis je suis ressorti. J'ai dit OK. Et pendant 2 mois, à chaque fois que j'avais un souci, je lui écrivais, vous pouvez faire ça pour moi. Et un jour, il en a eu marre, c'était un blanc. Hein. Il me dit, mais tu sais Karine, je t'ai fait rentrer sur une plateforme. Là. Quand tu me demandes de gérer tes trucs, les gens à qui j'écris pour gérer, la plateforme je t'ai fait rentrer, c'est à ces mêmes personnes que toi aussi tu peux pas. Je dis, ah bon. Donc pendant 3 mois, j'étais là, mais je n'utilisais même pas. Je dis, ah bon. Il me dit, oui, les mêmes personnes que j'appelle, tu as accès à eux directement aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi tu passes toujours. Je dis, mais parce que je ne savais pas. Il dit, mais tu n'as pas lu. Je dis, bah, nous les Africains, ouais, nous on lit pas. Je dis, bah elle a non. vu plein de lettres, etc. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai compris que, bah, en fait, j'avais accès à un... Voilà, et c'est parti de là. Donc là, j'ai pris au sérieux, j'ai commencé à lire tout, j'avais droit à quoi. Et c'est comme ça que j'ai eu le partenariat. Je vous dis, c'est dur. C'est vraiment... Je suis tombé sur une conférence où il y a un jeune qui me dit, oui, mais vous ne donnez pas de leçons, vous ne montrez pas la voie. Je dis, mais moi, je ne sais pas quelle voie je peux vous montrer. C'est ça. Parce que moi, ma vie, là, c'est Dieu. Pour toi, là, c'est vous dit, voilà, moi, pour moi, là, c'est Dieu. Donc, je te dis, va prier. Tu vas me dire, ah, mais pourtant... C'est ça. Pourtant, c'est que ça. Ce n'est pas comme si c'est moi qui suis la plus forte, la plus intelligente. Non, c'est tombé sur moi. Et c'est moi qui l'ai choisi pour qu'à cet instant, dans ce domaine-là, j'ai cette visibilité. Donc, bon, j'essaye de faire au mieux. Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'être dans le digital en tant que femme? En fait, c'est pas qu'on m'a reproché, c'est que c'est dans les mentalités. Par exemple, je vais à une conférence, on va mettre Monsieur Karim Oulaté, expert du... Voilà. Pour eux, ça doit être forcément un homme. Voilà, donc ça, c'est très souvent. On écrit Monsieur devant eux, non. Ou les commentaires sur les réseaux. Pour une femme, hein. Voilà, c'est les mentalités africaines. Les domaines techniques, technologiques, généralement, c'est des hommes. Donc quand c'est une femme, ça part directement. Heureusement que j'ai commencé devant tout le monde. Sinon, je pense que peut-être on a dit que je suis passé sous le canapé de certaines personnes. Parce que quand je lis des commentaires, c'est ça là, ça c'est garçon, c'est pas femme. Voilà, mais c'est vraiment la mentalité. Et je pense que c'est pour ça que j'exhorte toujours mes jeunes sœurs à s'y mettre. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on aura plusieurs femmes dans ce domaine, ça va détendre en fait. Parce que ce n'est pas forcément de leur faute. Ces 10 dernières années, tous les experts qu'on voit, c'est que des hommes. Pourtant, il y a des femmes dans ce domaine, mais elles se campent à des métiers où elles sont cachées, quoi. On ne les voit pas vraiment, il faut qu'elles se mettent en avant. Déjà, merci pour cet entretien inspirant. Maintenant, je voudrais que tu passes un mot de fin, un mot, à 2 types de personnes. Okay? Aux jeunes filles, de façon générale, sur la vie, parce qu'au-delà de ton parcours de digital, il y a tout un parcours de vie qui peut beaucoup inspirer. On a parlé du rapport avec les parents, après de la cassure quand tu pars, donc il y a tout un enseignement ici aussi. Donc que tu t'adresses à 2 catégories de personnes. Des filles, de façon générale, et puis des filles qui veulent, ou des femmes, qui veulent embrasser tous les métiers du digital de façon générale. J'ai un message pour les jeunes filles. J'aimerais vous dire que demain n'est pas encore arrivé. Tout est possible. Même si on vous dit que vous ne pouvez pas, sachez que tout est possible. Aujourd'hui, ça peut commencer mal, mais demain, vous allez trouver une bonne solution pour régler ces problèmes. Vous pouvez ne pas connaître votre voie aujourd'hui, ne pas savoir ce que vous allez être demain, mais ne pas lâcher prise. Et surtout, n'écoutez pas les autres qui vous dénigrent et qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver. Tout le monde peut arriver, mais chacun a sa méthode. Donc le plus important, c'est de trouver votre méthode. N'écoutez pas les autres, ne regardez pas les autres. Moi, je dis toujours dans la vie, pour évoluer, il faut être aveugle, sourd et muet. Concentrer sur son cœur, ses projets et on avance. Demain, c'est les autres qui vont applaudir pour vous. Un conseil à mes jeunes sœurs qui veulent rentrer dans le domaine digital, c'est pas évident, c'est pas facile. Nous, on a commencé, on n'est pas beaucoup de femmes déjà, surtout à notre niveau. Donc, faudra vous armer de courage. Parce que c'est un domaine qui est très, très, très mouvementé, qui bouge beaucoup. Faudra vous armer de courage et surtout ne pas avoir peur de la formation.
Vous savez, le digital, c'est un domaine qui part très vite. Du jour au lendemain, il y a des choses qui n'existent plus, il y a des choses qui évoluent, il y a des métiers qui n'existeront plus dans 2-3 ans. Donc, si vous venez avec de la paresse, vous allez avoir du mal. N'ayez pas peur de la formation. Gardez votre esprit ouvert. Soyez humble. L'humilité vous permet d'être à l'écoute. Une chose qui est excellente pour le domaine du digital. Et surtout, ne baissez pas les bras. Dernier conseil, si vous entrez dans le digital, il faut que c'est parce que vous aimez le digital. Et ne pas faire comme les autres parce que c'est la mode. Ou bien on va vous dire que c'est dans le domaine, c'est là-bas, il y a l'argent, il faut aller. Non. Il faut aimer pour le faire. Parce que c'est un métier, c'est un domaine qui prend énormément de temps. Donc, vous ne pouvez pas rentrer dedans pour faire des sacrifices et ne pas être heureux. Que Dieu vous bénisse. Il faut que les femmes se mettent en avant. Ça sera le mot de fin que je retiendrai de ce podcast, entre autres. Podcast appelé Valeur ajoutée parce qu'on met en avant des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui visent à promouvoir la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur, le privilège de recevoir Karine Oulaté, le couteau suisse du digital en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Je rappelle également que cette vidéo a été sponsorisée par GGA Entreprises, Multiservice, une structure multiservice qui évolue dans l'immobilier, la formation, le transport et l'audiovisuel. Je suis Nyepa Joel Anani, le premier responsable. Au prochain podcast.